dans la zone qui vous intéresse, la zone de Soussaï, dans les montagnes, on a une variété différente du sisal. C'est ce qu'on appelle en espagnol quoi, mangue ou fiqué en Colombie. Ce sont quand tu vas sur la route de Kescos, tu peux voir quand tu montes, tu as cette grande plante verte là d'ailleurs qui borde les clôtures des propriétés, tu vois, et même dans la zone en allant vers Soussaï et tout ça. Mais ça combat l'érosion? Ça combat l'érosion aussi, oui, puisque ça retient la terre. Ça retient la terre et maintenant tu peux couper les feuilles et faire le décortiquage et générer quand même une activité de revenus pour les habitants là-haut. Donc l'idée c'est d'apporter une contribution de la fondation à l'agriculture de Banyoles, notamment tout ce qui est légumes, et les aider à résoudre le problème de trouver les semences, de trouver les engrais, mais aussi de commercialiser les produits. Mais comme il y a un problème de déboisement dans la zone, on veut aider à reforester la localité de Banyoles, aider surtout à conserver l'eau, à mieux gérer les ressources de cette localité. Donc c'est pour cela qu'on veut démarrer avec la journée de la terre, au moins démarrer avec la plantation d'à peu près 5 à 6 000 plantules. Donc définitivement il y avait un intérêt, mais on n'avait pas nous autres d'interlocuteurs. Donc c'est définitivement, moi je pense, quelque chose qui peut être fait là-haut et qui peut créer un début d'activité économique et qui peut permettre aussi de régénérer les plantations, peut-être en son montagne pour combattre l'érosion, comme tu dis, rétention de terre, rétention d'eau aussi. Il y a la dynamique que vous initiez de planter, et où là le sisal, il faut quand même attendre 2 ans et demi avant qu'on puisse générer un revenu. Donc c'est la première dynamique de moyen terme, mais à court terme, on peut aussi, ce que disait Pierre-Yves, on a un modèle qui est quand même très économique, entre 10 et 15 000 $, de créer un petit centre de décortiquage et qui serait un centre où on va garantir au producteur qu'on va acheter sa fibre. Puis nous, après, on se charge de l'amener dans notre usine, etc. Et en fait, on s'est rendu compte avec Côte de Fer que depuis 2011, on a plus que doublé nos quantités d'achat simplement en garantissant notre présence. Donc sans avoir des programmes qui soient énormes, où on va commencer à refaire toute une filière en amont, etc. Juste en créant ce petit centre-là avec des moyens assez modestes, on crée une activité dans la zone et où les gens vont se passer le mot. Ils vont savoir au bout d'un moment que le centre est là et ils vont amener la feuille. Et, en tout cas, c'est l'expérience qu'on en a à Côte de Fer, c'est-à-dire sans avoir vraiment fait une politique d'incitation à la production, on a doublé notre production. Il y a l'autre chose, c'est que là, c'est la dynamique en dehors de la fibre, de pouvoir créer de l'aliment pour bétail avec les déchets. Il y va de la survie même de la culture des légumes. Quand tu protèges de façon constante et même systématique le sol avec, par exemple, la filière sisal, avec le vétiver. Avec le déchet, en dehors de générer l'aliment pour bétail, tu as un reste de déchets que tu peux utiliser aussi comme fertilisant, comme engrais. On essaie de construire une plateforme intersectorielle avant même de finir avec la reconstruction de l'école. On négocie avec le ministère de l'Éducation nationale pour prendre en charge, par exemple, les professeurs. Et on regarde avec la Fondation Lucienne Deschamps, avec Rétel pour le cursus. On est en train de voir les paysans de la zone, comment apporter aussi leur contribution au niveau de l'éducation. On travaille l'énergie. L'énergie, et je ne peux pas parler de connexion sans l'énergie. Parce que quand les gens vont avoir le téléphone pour être connectés avec le monde, si tu n'as pas l'énergie, tu es foutu. Il faut travailler toute la question de l'énergie. Il faut travailler la question d'alphabétisation. Parce que le village intelligent, ça prend des gens qui peuvent consulter leurs messages au téléphone, tout ça. Tu vois, c'est vraiment une intervention intelligente, une intervention qui permet aux gens de se prendre en main pour sortir de l'extrême pauvreté. Et en même temps, avec cette connexion, ils vont pouvoir écouler leurs produits plus facilement et améliorer leurs revenus. C'est une question tout simplement, si les gens voient que d'abord, il y a certainement un besoin de clôture,
il y a un besoin de rétention d'eau et de rétention de terre. Donc c'est une question de faire un programme. Et si en plus on peut leur dire que dans ce programme-là, ils vont pouvoir générer des revenus avec, donc c'est gagnant-gagnant. Et l'autre information qui peut être intéressante et qui correspond quand même assez bien à la production de ces zones-là, c'est que notre idée, c'est pas de faire de la monoculture en sisal, c'est de le cultiver en association avec d'autres cultures. Ça a un intérêt agronomique, c'est-à-dire qu'on va nourrir les sols, les reconstituer quand on en a besoin, puisque le sisal, on le plante pour 10 ans. Donc, et il a un système racinaire qui certes retient le sol, mais qui aussi se développe énormément sur le sol. Et donc si vous le mettez pendant 10 ans tout seul, après votre sol il va être épuisé, vous aurez du mal à replanter autre chose derrière. Alors que si on le cultive en association, avec par exemple de la pistache qui va apporter de l'azote au sol, avec d'autres cultures qu'on va après enfouir, vous apportez un engrais naturel au sol qui permet de conserver ce sol, qui permet de encore mieux lutter contre l'érosion. Ça, c'est le premier intérêt agronomique. Et le deuxième intérêt, il est économique. C'est-à-dire que vous fournissez sur une parcelle de 1 hectare, vous n'avez pas qu'une seule source de revenus, mais plusieurs. Et qui, alors que le sisal est une culture sur un temps long, il va vous falloir attendre 2 ans et demi. Si vous mettez pistache, si vous mettez patate, vous avez des rotations tous les 3-4 mois qui permettent à l'agriculteur quand même de générer des revenus complémentaires. On a une petite déjà de la patate douce là. Et voilà. Et donc, comme c'est vraiment une zone de maraîchage, on pourrait associer le sisal avec les cultures qu'ils font déjà. Et c'est quelque chose qui est naturellement fait en Haïti de cultiver. Elles sont 3 les associations là-haut. Il y a Modégep, il y a Obdes et puis il y a Femmes qui a planté. Mais les 3 associations réunissent environ 250 planteurs. 250 planteurs minimalement. C'est une première, juste une petite enquête pour savoir, si vous voulez, l'intérêt qu'ils ont, c'est-à-dire par rapport à cette culture. Ensuite, savoir et identifier avec eux, si vous voulez, l'existence même comme tu m'as dit, tu connais, donc de cette variété de sisal, si vous voulez, dans la zone. Et quand on regarde le thème même de la fondation, c'est-à-dire combattre l'exclusion par l'apprentissage du dialogue social, je pense que ce sont des éléments qui rejoignent un petit peu le travail que nous essayons de faire au niveau de Sisalco. Et en plus, l'intervention au niveau de Pagnol, c'est une zone que j'ai bien connue puisque nous avons grandi là, petit, en vacances tout le temps, j'étais à la chasse très souvent dans cette zone-là. Donc je connais bien la problématique de la zone et j'ai tout de suite vu l'opportunité d'aider à relancer un peu la filière dans la zone de là-haut, non seulement pour créer des revenus, mais pour aider à combattre l'érosion et à aider au niveau de développement de l'agriculture dans le village intelligent comme ils veulent le faire là-haut. Donc je pense que Sisalco a une contribution qui peut apporter à ce que la Fondation veut faire là-haut et ensuite on pourra voir comment travailler dans d'autres secteurs. Ce n'est pas simplement une collaboration temporaire. La Fondation Dr Louis Lamotte veut marcher avec plusieurs autres organisations pour transformer Pagnol en village intelligent. On a déjà presque une quinzaine d'organisations autour de cette idée, de cette initiative. Et il y a la Fondation Lucienne Deschamps, il y a la Fondation Seguin, Café Selecto Haïti, on a la communauté de Pagnol, le ministère de l'Éducation nationale, on va vers le ministère de l'Agriculture, on a la Fondation Rapino, la Fondation Digicel. On mobilise toutes ces organisations autour du projet de transformation de Pagnol en village intelligent. C'est comme un modèle qu'on est en train de construire, mais un modèle qui peut être répliqué, qui peut être répliqué ailleurs, mais de dire aux gens, écoutez, voilà un modèle dans une petite localité et qui donne des résultats, en matière de protection de l'environnement, en matière d'éducation, parce qu'il ne va pas y avoir seulement la question de la reforestation, et parce que la reforestation, ça marche aussi avec l'amélioration des réalités socio-économiques. Il va y avoir des offres de soins de santé primaire,
Et on est en train de connecter aussi, parce que dès qu'on parle de village intelligent, on parle de connexion avec le monde. Oui, c'est ça, l'énergie renouvelable. On a déjà connecté les paysans avec Giant Supermarket et éventuellement d'autres supermarchés pour écouler leurs produits. On travaille sur la construction d'une route agricole, mais je préfère dire piste écotourisme agricole parce qu'on ne veut pas venir avec une route pour déranger, pour affecter la situation écologique de la zone qui est déjà assez fragile. Donc c'est tout un package, mais la Fondation Dr Luger Lamotte n'entend pas travailler de façon unilatérale. D'ailleurs, nous autres, nous n'allons pas intervenir directement, sinon on travaille avec des organisations qui ont déjà une expertise dans le domaine et qui peuvent intervenir. On les accompagne en travaillant toute une proximité avec la population, une proximité sur la participation citoyenne des acteurs, une proximité sur, je dirais, et sur les besoins de la communauté. Il faut amener les gens à identifier eux-mêmes les besoins de la communauté. Il faut aussi amener les gens à identifier les potentialités de la communauté.